Salut tout le monde, on y est, c'est le premier vlog de ce deuxième semestre et quel bonheur de retrouver la promo pour la suite des cours. Bon, on va pas se mentir, mais on attend avec un peu de stress les résultats des partiels du premier semestre. On croise les doigts. Mais pas le temps de cogiter, on a repris à 200 à l'heure, il y avait vraiment deux gros morceaux là pour ce début de semestre. L'étude du jeu vidéo et comment le jeu il est porteur de valeur, histoire de ne pas oublier quand même que le jeu c'est pas juste déplacer des cubes. Bah, je vous raconte tout ça, c'est parti. Alors, on a commencé fort avec Romain Vincent, donc sur l'étude des jeux vidéo, et on a essayé de définir cet objet parce qu'au-delà de l'écran et de l'image animée, c'est surtout de la manipulation, c'est de l'interaction avec un joueur. Et on a décortiqué les genres, on a parlé du survival horror où on sursaute à chaque point de porte, et des God Games où là, bah juste on est le patron de l'univers. Mais le plus fascinant en fait, c'est qu'on est remonté aussi à l'histoire du secteur, c'était vraiment un peu un cours d'introduction, qu'après on va rentrer plus dans les techniques d'analyse, mais là c'était l'occasion de revoir un peu cet historique. À l'époque, les premiers jeux vidéo, c'est vraiment du piratage. On détourne du matériel scientifique pour faire des jeux, que ce soit des morpions, on utilise des oscilloscopes, bref, du coup on a parlé de Ralph Baer, on a parlé de Steve Russell, on a parlé de Space Wars, et donc on a parlé de tous ces éléments-là avant la montée en puissance d'Atari et que Pong aussi envahisse tous les salons. On a ensuite filé au Japon pour voir comment Space Invaders et Pac-Man, ils ont mangé toutes les pièces du monde avant que Nintendo s'impose. D'ailleurs, petite info pour briller en société, la Super Nintendo c'était pas une bête de course par rapport à la version précédente. En fait, l'équipe produit, elle a triché en mettant des puces dans les cartouches. Et c'est ça qui permettait d'augmenter la puissance de la console et notamment de pouvoir gérer de la 3D. Pas con. On a redécouvert aussi des pionnières comme Rebecca Heinemann, Carol Shaw qui avait créé River Raid sur Atari et c'est elles aussi qui ont bâti complètement cette industrie. Autre temps fort de cette semaine, c'était la conférence de Mary Flanagan. Et alors si vous ne connaissez pas Mary Flanagan, c'est une game designer, c'est une autrice de jeux, elle a fait notamment Phantom Inc, elle est artiste, elle est autrice, bref, si ça devait être un boss final, on n'aurait même pas assez de points de vie pour la battre. Franchement, allez voir son parcours, c'est hallucinant. Et l'objet de cette conférence était de nous montrer que le jeu, ils sont des miroirs de la société. Les échecs, eh ben si votre pion il se fait bouffer, on s'en fout. Ça montre aussi des systèmes de classe, de hiérarchie sociale. On a vu aussi d'autres exemples comme des jeux de loi qui pouvaient servir de propagande sociale ou coloniale. Bon, on passera quand même sur les dessins parce que franchement, un éléphant à pattes de chat, jamais vu. On a donc aussi beaucoup parlé de décolonisation dans le game design, comment on pouvait créer des jeux qui ne faisaient pas de l'appropriation culturelle ou qui renforcent des stéréotypes. Elle a cité notamment Spirit Island où on incarne des esprits avec le but d'aller botter les fesses aux colonisateurs, ça joue même dans le matériel. Les colonisateurs, ils sont en plastique, les pions sont en plastique alors que les esprits de la forêt sont en bois. Bref, comment tous ces éléments-là, ils transmettent des valeurs et comment aussi on peut s'assurer des valeurs qu'on transmet. Et donc la conclusion de tout ça, c'est est-ce que le jeu, il pourrait pas aller plus loin que du divertissement? Est-ce qu'il pourrait permettre des changements de paradigme, des changements sociaux, des changements comportementaux? Donc voilà, super intéressant comme conférence. Et ensuite, on a enchaîné sur le mémoire. Et c'était le moment de vérité parce qu'on a eu les retours sur nos sujets de mémoire. Donc moi, je vais bien travailler sur la place du jeu dans les processus d'innovation. Donc globalement, mon job, ça va essayer de trouver pourquoi jouer au bureau ça peut sauver une entreprise. Et je vais essayer de vous rendre ça quand même passionnant, donc je vais au fur et à mesure vous raconter un peu ça, mais c'est parti pour quelques mois d'aventure, on va dire. Et puisque vous êtes encore là, je voulais vous raconter des anecdotes sur deux jeux. Tout d'abord, The Loop de Théo Rivière et Maxime Rambourg, édité chez Catch Up Games. Est-ce que vous voyez cette tour à cubes qui est au milieu du jeu? Et bien en fait, l'idée, elle vient de Théo Rivière pour représenter le chaos du Docteur Fou. Mais comment faire ça? Eh ben, il imagine cette tour à dés, mais il est convaincu que cette idée, elle est nulle, en fait, et ça marche pas. Mais il en parle sur le ton de la blague à Maxime Rambourg, qui lui rebondit tout de suite dessus, et il est convaincu que cette idée, elle peut marcher, donc comme quoi, parfois, il faut faire confiance à ses intuitions. Et ensuite, je sais pas si vous avez remarqué, mais la tête du Docteur Fou, elle est un peu bizarre. Et ben en fait, c'est Simon Caruso, lors du test du proto, qui en fait se met à imaginer le personnage, et comme il maîtrise le temps, il lui fait une tête en forme de sablier. Simple, efficace. Ensuite, un autre jeu dont je voulais vous parler, c'est Carnuta, un jeu de Yuan Go, Hopswang et Gary Kim, qui sort chez Repos Productions en février. Eh bien, j'ai été invité à un brunch. Sympa, hein? Et lors de ce brunch, eh ben, on a pu tester le jeu, mais surtout, j'ai pu avoir des anecdotes. Alors, est-ce que vous saviez qu'au départ, en fait, ça devait être un thème sur Marvel? C'est ce qu'avaient imaginé les auteurs avec leur prototype. Sauf que dans le jeu, on retourne des tuiles. Et vous savez ce qui colle pas? Eh ben en fait, c'est des super-héros qui retournent leur veste. Donc même thématiquement,
ça ne faisait pas sens. Et c'est pour ça qu'en fait, ils ont après cherché des nouveaux thèmes, notamment il y a eu un thème sur des masques mexicains, mais ils se sont arrêtés du coup sur un thème des druides. Et pourquoi les druides et pourquoi Carnuta? En fait, si vous connaissez Astérix, la forêt des Carnutes, c'est là où se réunissent les druides. Et c'est donc de cette forêt des Carnutes que vient le nom. Voilà pour les petites anecdotes, il y en aura plein d'autres et notamment aussi sur Instagram si vous ne suivez pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième semaine du coup de ce deuxième semestre. Merci encore de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous et à la semaine prochaine. Bisous.